même venant certainement de ce côté, et on salue tous ceux qui participent. On n'aura pas le temps de lire tous ces messages pour que ça ne ressemble pas à une émission spécialement sur la SIC. On a déjà reçu le DG dans l'émission Le Grand Soir, ici il y a de cela quelques semaines, et peut-être même qu'avec l'accord de la haute hiérarchie, on rediffusera ce programme pour que les uns et les autres puissent avoir des éléments clairs sur ce qui est fait de ce côté. Alors, Valère Bessala, bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Bessala, vous parlez toujours de la fraude aux élections, mais vous n'avez jamais eu de preuves. Que recherche finalement Monsieur Bessala lorsqu'il parle ainsi de fraude sans jamais proposer de preuves? Il veut quelle preuve? Qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je ne suis pas là pour apporter une preuve à quoi que ce soit. Si les gens veulent les preuves, on peut les leur produire le moment venu. Ce n'est pas un souci. Et je vais me leur rappeler que quand je parle de cela, je n'ai même plus besoin d'aller sur le terrain pour savoir comment le RDPC fraude. Monsieur Jean-Jacques Zé, comme je leur ai toujours dit, je suis un fils de la maison. Je n'ai jamais intégré le RDPC, mais j'ai vu ceux dans ma famille qui étaient du RDPC et comment ils procédaient. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je dis aux jeunes de boycotter l'élection quelques jours avant le vote, j'ai déjà vu tout l'attelage qui a été prévu et je crois que la suite m'a donné raison. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Il y a des images qui pilulent d'ailleurs partout qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Et même avant les élections, on voyait déjà des individus avec des cartes d'électeurs, des centaines de cartes d'électeurs groupées dans leur maison. Vous voyez, sans compter les cartes nationales d'identité que beaucoup recherchaient dans les commissariats, mais qui étaient dans des domiciles. Vous voulez encore quel genre de preuve de fraude? Si vous voulez même encore une autre fraude, la première fraude même qui a déjà été instillée était justement celle d'admettre que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales et de ne jamais leur délivrer les cartes d'électeurs. Vous comprenez? Vous allez voter comment? Vous n'avez pas de carte d'électeur, même si on va me dire que vous venez avec la carte nationale d'identité. Nous savons très bien ce que cela devait donner sur le terrain. Donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Je crois que c'est juste un taquin du parti au pouvoir qui veut juste un peu... Bonsoir à vous sur le plateau, M. Bessala. C'est la magie des analyses dans notre pays. Je voudrais savoir s'il est encore dans le commandement ou il a déjà démissionné. C'est l'une des fans depuis Douala, c'est Mme Bouba, qui veut savoir quelle est votre position actuellement. Quelle est la position exacte? Je suis resté un petit fonctionnaire assis sur un petit tabouret au ministère, donc c'est tout. Donc, vous voyez qu'à mon niveau, on ne peut pas admettre un type comme moi encore à lancer dans les affaires, donc, et aux affaires. Donc, je respecte la place où je me trouve, je fais mes activités politiques, je vais au boulot le matin, je rentre le soir à l'heure où tout le monde doit rentrer. Parfois, je prolonge pour qu'on sache quand même que je fais aussi des insups. Dossier ou sans dossier, je vais au travail. Bonsoir, je voudrais savoir si le FSNC se présente aux élections législatives et municipales à venir. Pourrait-il conquérir la majorité lors de cette élection-là? Je suis Koba Abraham, depuis Meiganga, dans la Damawa. Quel est l'avenir de politique d'un parti comme le FSNC, le parti de Issa Tiroma Bakari? Est-ce que vous voyez ce parti, s'il arrive, c'est qu'il y a votre précédente analyse, mais cas d'école, si le FSNC va à ces élections-là, est-ce qu'il pourrait capitaliser le score réalisé par le président Issa Tiroma à la présidentielle? Je suis un peu embarrassé. Moi, je ne viens pas parler des appareils des gens, mais peut-être sur l'actualité, parce que si on parle de l'actualité, je dirais que non. Je dirais que non. Pourquoi? Tout simplement parce que si le président du FSNC était resté au pays après le 12 octobre et continue à faire ce qu'il fait là, vous voyez, cela aurait galvanisé davantage les populations et l'électorat. Vous comprenez? Il n'aurait pas été vu comme un lâche. Vous voyez? Un chef qui fuit le terrain de bataille, abandonne ses troupes, est un lâche. Il tue le combat. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je vous ai dit tout à l'heure, s'il se retrouve à l'extérieur, il fait comment pour investir? Vous voyez? Et connaissant un peu l'homme et ses méthodes, j'étudie toujours tous les leaders politiques. Je le vois très mal en train de donner la signature à quelqu'un d'autre pour investir. Et d'ailleurs, même s'il le fait, ceux du camp d'en face, c'est-à-dire du parti au pouvoir, argueront tranquillement que celui qui a signé l'investiture n'en est pas légitime ou légal. Vous comprenez? Donc la technique est tout à fait choisie. Vous faire sortir du pays et tuer la participation du parti à la prochaine élection législative et locale. Aussi simple que ça, et municipale. Aussi simple que ça. Donc, pour répondre à notre téléspectateur, logiquement, sur la base des éléments que je viens de donner et bien d'autres, je ne vois pas le FSNC aux élections, sauf si il revenait, peut-être par un accord, et puis continuer à tenir les rênes de son parti. Je le vois très mal. Alors, au-delà donc du FSNC, mais de position de façon globale, 2026, c'est demain. Est-ce que les 40 et poussières de pourcentage réalisés par l'opposition peuvent servir de base
pour conquérir les municipales législatives? Pour moi, c'est important. Cela se peut. Cela se peut pourquoi? Parce que l'élection du 12 octobre était l'élection d'un homme. Était l'élection d'un homme. Et je suis encore arrivé à cette conclusion malgré moi. C'est-à-dire, tenez-vous tranquille. Je me suis rendu compte que les Camerounais aiment encore le mec. Aiment encore Paul Biya. C'est-à-dire que j'ai pas compris le truc depuis, je le sentais depuis, je le disais, mais cette élection m'a permis de comprendre que malgré tout, Paul Biya a un truc de particulier, c'est que des gens ils aboient avec nous là, et puis le moment venu, quand il faut le sanctionner, vous voyez des gens qui tourniquent. Vous voyez, ça, je me suis rendu compte que les gars, il a quelque chose. Les jeunes disent souvent quoi? Il a un truc. Il a quelque chose. Il a quelque chose qui fait que une bonne frange de la population, du moins d'un certain âge, vous voyez, l'adule encore. Et entraîne par ricochet les autres générations dont ils ont la maîtrise. C'est-à-dire que nos parents, par exemple, nos parents savent que bon, si on t'envoie plus à l'école, je dépends de mon père, de ma mère, ainsi de suite. Donc je vais aller soutenir tel parce que mon père, ma mère, vous voyez un peu, il y a cela. Le 3, c'est que ce qui s'en vient ne peut être capitalisé que si l'opposition prend acte de ce qui a été fait. Nous avons péché. Nous avons péché pratiquement, nous les jeunes. Moi, j'ai demandé aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales et c'est à cœur serré que j'ai dit n'allons plus voter. Parce que je me retrouvais là dans un carrefour. Je vais vous demander de voter quel jeune. Quand je regardais, je me disais, Seigneur, on va soutenir qui là? Vous voyez, des jeunes qui, 4 n'arrivent pas à s'unir entre eux. Moi, je vais donc me coltiner et dire aux jeunes qu'on soutienne tel alors qu'il y a 3 autres qui vont continuer à dire, je vais être président de la République. Vous voyez? Donc eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils pensaient peut-être que c'est l'occasion pour eux de devenir président de la République, malgré qu'ils n'avaient ni moyens, ni profil, ni carrure, ni épaule. Vous voyez? Donc j'étais dans cette position. Et les aînés aussi avaient bloqué derrière l'élection avec Chiroma et tout ça. Je me suis dit, est-ce que je vais donc amener les jeunes vers cette affaire-là? Comment ils vont me voir? Vous voyez? Je ne vais pas me dédire. Je voyais aussi les fraudes. Je voyais aussi tout ce qui avait été déjà prévu comme mascarade du parti au pouvoir pour éliminer toutes les candidatures pertinentes. Et il n'y avait plus rien. Je me suis dit, on faisait comme on était petit, M. Jean-Jacques Zé. Là, c'est pour faire rire un tout petit peu. Vous vous souvenez, quand on entrait au stade, on jouait au village, et qu'on se rendait compte que l'arbitre était du côté du camp adverse, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le ballon, on entrait en brousse. Oui. C'est ce que j'ai fait avec le boycott. Aussi simple Sauf que finalement, le président Paul Biya a gagné. Il n'est pas jeune. Le second, Issa Chiroma, il n'est pas jeune. Les jeunes doivent se comporter comment aujourd'hui à l'approche des prochaines échéances? Non, on se remet au travail. On se remet au travail et avec mes équipes, on s'est déjà remis au travail. Pour moi, vous savez, le président a gagné à nouveau. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je me dis, c'est aussi ça le jeu. C'est aussi ça le jeu. Et je disais toujours aux aînés, notre challenge pour l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas de savoir mobiliser les populations. Non. Ce sera de mieux comprendre comment le parti au pouvoir triche et de l'empêcher de le faire. C'était ça le véritable challenge. Or, nous sommes allés à l'homme providentiel que les aînés ont choisi. De 2, c'est que les jeunes doivent se réveiller. Réveillez-vous. Je leur parle les yeux dans les yeux. Les jeunes, réveillez-vous. Parce que si Biya a repris l'élection pour 7 ans, dites-vous bien que nous devons nous battre que pour que, le projet du vice-président de la République qu'on sursuit dans les couloirs là n'arrive jamais. Sinon, on est parti encore pour 50 années. Ce serait un problème? Ce sera terminé pour nous tous. Vous savez, sursurer un vice-président, ça veut dire que quelqu'un de la... C'est une forme de gré à gré qui arrive. Une forme de gré à gré. Quelqu'un de l'appareil qui a les mêmes plis, ainsi de suite. On le met là, Biya dort chez lui, un vice-président travaille, et puis si Biya s'en va avant ou après, et puis il récupère, on continue. Vous voyez? C'est très mauvais pour nous. On se remet au travail. La troisième chose, c'est qu'on se remet au travail pour rentrer dans les législatives et municipales et envahir l'Assemblée nationale et les mairies. Parce que je dis souvent, ceux qui disent non, les mairies, on ne change rien dans les assemblées nationales, détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour moi, je suis déjà dans la logique où Biya a cette reprise sur sa chose, comme on va dire ça comme ça trivialement. Il faut que nous coupions le pays en deux. C'est-à-dire que Biya reste avec ses ministres qu'il veut garder ad vitam aeternam. Ils font ce qu'ils font de l'argent de l'État,
Mais nous allons à l'Assemblée nationale. Imaginez que M. Jean-Jacques Zé, 180 députés, je dis n'importe quoi, l'opposition et la jeunesse réussissent à faire passer 100 députés de l'opposition. On a la majorité, non? Absolument. On peut détricoter toutes les mauvaises lois de l'Assemblée. On peut bloquer même le projet de vice-président, puisqu'il doit passer par l'Assemblée nationale, modification constitutionnelle. Et si le président veut passer par une ordonnance, nous la rejetons à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc on peut bloquer, créer un contre-pouvoir. Nous pouvons même créer une sorte d'impeachment. L'impeachment du président de la République, c'est-à-dire de constater la vacance du pouvoir. Vous savez que dans les modalités de constater la vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale est important. C'est lui qui doit saisir le président du Conseil constitutionnel pour dire que j'ai remarqué que le président est incapable déjà de ceci, de cela. La Constitution est claire. Donc nous pouvons tellement faire des choses à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour les mairies, c'est simple. Si nous réussissons à avoir des mairies, bon, je sais que quand une mairie est de l'opposition, les gars, ils ne vous envoient plus l'argent, la dotation, la décentralisation. Mais nous pouvons nous débrouiller, vous voyez, nous pouvons nous débrouiller avec ces mairies-là et travailler au quotidien pour les populations, avec des partenariats à l'extérieur, des financements externes, et ainsi de suite. On peut se débrouiller en attendant. Mais comment est-ce que vous avez réussi à organiser cela au sortir de cette élection? On a l'impression que ceux des jeunes qui sont partis à la course et qui ont terminé avec des scores, je ne vais pas les qualifier ici, sont devenus plutôt l'objet d'une certaine raillerie. On ne voit pas une remobilisation. Certains sont allés en vacances et d'autres subissent cette sorte de raillerie-là. Comment est-ce que l'opposition va faire, notamment la tendance jeune, pour se remettre en rang de bataille? Non, nous les jeunes, nous sommes méchants. Parce que quand vous dites raillerie, c'est effectivement ce qui se passe. Oui. Moi, je vois des jeunes venir se moquer de ces candidats. Je dis, mais attendez, vous croyez que c'est facile ce que ces candidats ont fait? C'est facile d'être candidat à la présidentielle? Moi, j'accepte d'ailleurs ceux qui viennent me dire tu es incapable d'être candidat, tu es toujours là à parler. Mais oui, moi, c'est une question d'honnêteté. Je ne peux pas aller à une affaire, je n'entre pas dans un combat que je sais déjà gagner d'avance. Non, si j'entre dans un combat, c'est que je sais que je vais le gagner. C'est comme ça. Et je dis toujours à mes militants, à mon bureau, si vous me voyez dans un combat, sachez qu'il y aura quelque chose là-bas. Quelque chose va se passer. On n'a pas besoin de se moquer de ces jeunes. Au-delà des failles que nous avons identifiées ici, ils ont déjà le mérite d'avoir participé à cette élection. Parce qu'en toute chose, il faut d'abord cette expérience. Vous voyez? Maintenant, le problème sera de, est-ce qu'on va faire expérience candidat à la présidentielle, candidat à l'élection présidentielle? Vous voyez? Mais ils ont déjà ce mérite. Nous avons cette méchanceté dans le milieu jeune. Parfois, je m'amuse parce que je lis tout sur la toile. Les méchancetés qu'on dit sur moi, qu'on dit sur les autres leaders, et ainsi de suite. Parfois, vous arrivez, vous voyez un mec qui vient insulter un leader de l'opposition, quelles que soient ses trajectoires. Vous vous dites, mais quelle est cette méchanceté? Ça dit, les gens n'arrivent pas déjà à accepter qu'il y a des gens quand même qui se débrouillent à être là où eux, ils ne peuvent pas être. Il y a des gens, des jeunes qui pensent que c'est eux qui devaient être à la place de tel leader. Oui. Et que comme le leader est là, il faut absolument dire n'importe quoi sur lui. Non. Je crois que les jeunes doivent le comprendre. Personne n'est à la place de l'autre. Vous comprenez? Je suis là où je dois être. Et je le dis d'ailleurs à mes jeunes dans mon parti. L'élection législative et municipale qui s'en vient sera pratiquement le dernier round du guide à la tête du parti Jouvence. À la rigueur, s'il y a une élection présidentielle à mi-parcours avant 2032, je peux encore. Oui. Mais il s'en vient bientôt que je vais me reposer. Je vais me consacrer à moi-même. Je commence à me fatiguer. Donc, je vais me battre pour que nous ayons, au niveau du parti Jouvence, des élus, que ce soit des conseillers municipaux. Si on peut avoir des députés, tant mieux. Vous comprenez? Peut-être c'est les moyens qui nous feront encore défaut. Je ne vais pas me couper la main, vous voyez, parce que tout le monde doit y mettre la main à la pâte. Vous comprenez? Je vais me battre pour cela. Mais au bout de cela, je pense déjà à me reposer. J'ai dit aux jeunes, prenez le tour du parti. Prenez le tour du parti pour que le moment venu, quand je dirai je me retire, que vous puissiez continuer le combat. D'abord, ça va pour prendre une gorgée d'eau et on salue notre partenaire Source Bonis. Merci, l'eau minérale naturelle qui vient de Bonis et qui s'appelle Source Bonis. Ah d'accord, dans la région du Soleil Levant. Vers chez vous. Ouais, très bien. Alors, bonsoir monsieur, nous sommes très ravis de collaborer avec vous, surtout nous, les nordistes, nous sommes comme des étrangers dans notre pays. Non, vous n'êtes pas des étrangers dans votre pays. Bonsoir monsieur Valère Bessala, ne pensez-vous pas que Cabral était le meilleur jeune pour ces élections qu'il a défini et su lire toute la tricherie et supercherie du parti au pouvoir, mais malheureusement il n'a pas eu de soutien. Bonsoir, le panel, qu'est-ce qu'on dit pour l'exil de monsieur Tiroma, c'est pas être lâche, plutôt la technique du sage en politique. M. Bessala oublie peut-être l'histoire de Charles de Gaulle. Quand il prenait le pouvoir, il l'avait fait comment pour son exil en Angleterre. Alors pour lui, Tiroma a-t-il gagné des élections du 12 octobre 2025 là ou pas? C'est depuis Marois, il n'y a pas le nom. Il vous dit que c'est un repli stratégique.
ce n'est pas dans l'acheter. Si Issa Chiroma se retrouve, on met cela entre guillemets, à l'étranger, il vous rappelle l'histoire de De Gaulle. Non, il ne peut pas rappeler l'histoire de De Gaulle. Parce que l'histoire de De Gaulle nous révèle justement que la France était assiégée par une force étrangère. C'était l'Allemagne. Et le pouvoir de Vichy, justement, avait décidé de se soumettre à l'Allemagne. Et justement, on avait repoussé Vichy de Paris au nord de la France. C'est-à-dire que le pouvoir de Vichy dirigeait la partie nord de la France et le reste de la France qui allait de Paris jusqu'aux limites de l'Allemagne était tenu par Hitler. Donc c'était une convention. De Gaulle est juste sorti pour aller chercher des forces extérieures pour lutter contre l'assaillant allemand. Vous comprenez? Mais le Cameroun n'est pas assiégé. Le Cameroun n'est pas assiégé. Et puis De Gaulle n'était pas poursuivi. Parce que les gens pensent que De Gaulle était poursuivi. Non. De Gaulle a juste refusé de se soumettre à l'Allemagne et a décidé de se déporter en Angleterre pour aller prendre, chercher du renfort. Et je crois que Churchill a été une belle main de secours pour lui. Et il a aidé, que ce soit de mobiliser en Europe, que ce soit de mobiliser en Algérie, que ce soit même de mobiliser en Afrique centrale, dans les anciennes colonies. Donc il lui a donné du grand moudre pour pouvoir rentrer en Allemagne, en France, à travers la descente ou l'atterrissage de Normandie, des forces en Normandie. Le débarquement, merci beaucoup, au débarquement de Normandie et de prendre dessus. Donc ce n'est pas la même chose. Et dans ce cas aussi, il faut savoir que pour comprendre ce qui arrive au leader du FSNC, il faut rentrer dans les combats mythiques et mythologiques. L'Africain est généralement le combattant, a toujours pour référence son chef. Considérons même qu'il soit en exil, je prends ça comme ça. Un mouvement de révolution doit avoir un capitaine des opérations qui est sur place. C'est-à-dire que si vous, le chef, vous ne voulez pas prendre le risque d'aller sur le terrain, au-devant de la foule, et vous faire tuer avec la foule, ayez au moins un capitaine des opérations. Prenez par exemple la Côte d'Ivoire. Le capitaine des opérations de Babo, c'était Blé Goudé. Blé Goudé. Donc Babo n'avait pas besoin de se déplacer, être devant les foules, ainsi de suite. Blé Goudé faisait le travail, il chauffait la jeunesse. Quand il y avait des mouvements de foule, aller dans les médias, partout, il prenait les devants. On savait que quand on a vu Blé Goudé, on a vu Babo. Vous comprenez? Et l'autre aussi, Ouattara, avec comme capitaine des opérations, l'autre, Kigbafori, Soro. Vous voyez, c'était les techniques. Vous ne pouvez pas engager un mouvement de contestation populaire et vous êtes le leader qui à la fois négocie avec le pouvoir en place, en haut, en secret, qui à la fois donne les instructions à ceux qui bataillent à vos côtés, qui à la fois vous court, je ne sais pas, de pays en pays, qui à la fois... Non, c'est trop. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et l'un des problèmes soulevés par le message, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous dites? A-t-il gagné ou pas cette élection? Non, moi je ne suis pas en sens. Moi j'ai demandé de boycotter les élections. En tout cas pour moi, si vraiment ceux qui nous regardent veulent mon point de vue au fond, moi j'aurais jamais souhaité qu'un profil comme cela arrive à la tête du Cameroun. Je pense que c'est pour plusieurs raisons que je ne veux même pas évoquer parce qu'il y a des raisons malsaines. Vraiment, je n'aurais jamais souhaité. Les Camerounais ne sont pas si désespérés à ce point. Au point d'accepter que n'importe qui arrive à la tête du peuple parce qu'on souffre. C'est n'importe qui? Non. Dans ce sens, je vous ai dit que le Cameroun doit revenir à un combattant de tous les jours aux côtés du peuple. Quelqu'un dont le peuple connaît le combat, le langage, l'arrogance politique vis-à-vis de ce pouvoir. Pas quelqu'un qui a toujours été avec on dit non, il allait avec Paul Biya parce qu'il fallait qu'il apprenne à le connaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi aussi, j'ai été quand même au commandement. J'ai décidé de sortir. J'aurais pu aussi attendre tranquillement que Paul Biya ferme les yeux ou bien qu'il dise que bon, c'est terminé et sortir et dire que bon, je suis des opposants. Non, je suis sorti longtemps à l'avance. Ma carrière en souffre jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et on me voit avancer. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui sont aussi dans cette situation. Vous voyez? Non, on ne peut pas procéder comme ça. Le peuple camerounais n'est pas un peuple désespéré. Et je crois que les résultats de l'élection, du moins le refus des Camerounais d'entrer dans la contestation populaire, de le suivre dans le désordre, est justement de lui dire, c'est bon, nous t'avons utilisé pour envoyer un message à Paul Biya. Le message est pas... Vous vous arrêtez là. Vous vous arrêtez là. Le reste là ne nous regarde pas.